Bonjour à tous, nous sommes à nouveau réunis pour un rendez-vous Grand Paris Live. Grand Paris Live, c'est l'émission web des Grands Parisiens et vous êtes très nombreux à le suivre. Vous êtes plus d'une centaine en ce moment déjà en direct pour suivre ce Grand Paris Live. Alors Grand Paris Live, je le rappelle parce que on reprend cette série après toute une période de déconfinement, mais étant revenu en confinement, on relance Grand Paris Live. Alors, cette émission est produite par le Club des entreprises du Grand Paris et l'Institut des hautes études des métropoles. Et son objectif, vous le savez, c'est de proposer aux décideurs grands parisiens de partager les enjeux essentiels du Grand Paris en particulier et des métropoles en général. Pour ce faire, le Grand Paris Live reçoit des dirigeants du Grand Paris, publics, privés, des experts, des sachants, des praticiens et des élus, et c'est le cas aujourd'hui avec Éric Césari. Cette émission est un webinar, c'est-à-dire que vous pouvez évidemment la suivre en direct sur nos sites, sur les réseaux sociaux, et vous pouvez, pour ceux qui se sont inscrits, poser des questions via le chat. Alors nous avons consacré, pendant la période de confinement numéro 1, une première série d'émissions de Grand Paris Live à la question « L'immobilier du Grand Paris est-il en crise ?» Et on a reçu un certain nombre d'experts et de sachants, Jonathan Seban, Robert Rivaton, Benoît Quignon, Olivier Vignol, Marc Domas, autour de cette question de où en est l'immobilier dans le Grand Paris avec la crise ou l'émergence de la crise. Et peut-être que, même si ce n'est pas le cœur du sujet, Éric Césari, qui a lui aussi une expertise sur ce point, pourra nous donner son point de vue sur l'immobilier, puisque il avait un regard particulier en particulier sur l'immobilier tertiaire au titre de ses fonctions dans la métropole. Et puis on a fait une seconde série de Grand Paris Live sur les problèmes plus généraux des collectivités territoriales, en particulier sur les collectivités du Grand Paris. Et c'est ainsi qu'on a reçu Guy Kaufmann, Philippe Laurent, Patrick Collier, Michel Leprêtre. Vous voyez que Grand Paris Live est tout à fait éclectique. Et aujourd'hui, nous accueillons donc avec grand plaisir Éric Césari, qui a un certain nombre de mandats, mais je vais citer les principaux. Éric Césari, maire adjoint de Courbevoie, vice-président de la métropole du Grand Paris, avec un périmètre qui a un petit peu évolué, il nous en parlera, et également président du SICTOM. Donc merci Éric de participer avec nous tous à ce Grand Paris Live. On va parler de plusieurs choses, on a une trentaine de minutes, évidemment de la métropole, de tes fonctions, de ce que tu y fais, et puis de l'actualité de la métropole. Bon, c'est un secret pour personne que la métropole est un sujet de discussion qui pourrait d'ailleurs être discuté dans les assemblées, que ce soit à l'Assemblée nationale avec cette initiative de deux députés qui souhaitent faire une proposition de loi sur la métropole du Grand Paris. En tout cas, il y a une actualité. Nous parler peut-être de la relance. Où est-ce qu'on en est sur le Grand Paris, sur la relance? Y a-t-il une relance? La métropole a-t-elle un rôle dans la relance? Et puis nous parler évidemment du SICTOM. Le SICTOM qui, si je ne me trompe pas, est le syndicat de traitement d'ordures ménagères le plus important d'Europe. Donc ce sera important que tu nous en dises quelques mots, là aussi, des enjeux, peut-être des innovations de l'actualité du SICTOM. Alors, pour lancer le sujet et te laisser tout de suite la parole, Éric, peut-être resituer l'économie générale du Grand Paris dans le contexte. Les élections municipales, et puis la réplique des élections municipales qui était d'une part l'intercommunalité, puisque l'intercommunalité émane de l'élection municipale, mais aussi la réplique que sont les élections sénatoriales. Ces élections municipales, elles ont marqué un énorme coup d'arrêt dans le déploiement des politiques publiques, et ça c'est habituel. Avant les élections, les élus sont prudents, voire freinent un certain nombre d'opérations, très bien. Mais le problème, c'est que ce ralentissement, cette prudence, diront certains, s'est ajouté à la crise du Covid, et donc à ce premier coup d'arrêt qui était la crise du Covid et le premier confinement. Ce coup d'arrêt, tout le monde l'a parfaitement ressenti, mais enfin, il est assez dramatique. Et de toute façon, et j'allais dire en sous-jacent, l'argent public se fait de toute façon de plus en plus rare. Et donc, c'est un peu le double effet, la double peine entre ces coups de frein que sont les municipales, le Covid, maintenant le Covid saison 2,
et la raréfaction de l'argent public, est-ce qu'on aura dans les mois qui viennent ou dans l'année qui vient une année blanche complète? J'ajoute qu'il y a la perspective des élections départementales et régionales. Donc, est-ce qu'on va avoir une année blanche complète du point de vue de l'urbain, c'est-à-dire du lancement des projets, des grands projets, et sans vouloir faire de jeu de mots, va-t-il falloir mettre tous nos territoires en réanimation? Donc voilà, je démarre cette émission Grand Paris là peut-être sur une note un peu pessimiste, mais la question se pose pour tout le monde et on sera très, très content d'avoir, Éric, ton avis sur ce point et sur les autres. Je te laisse la parole. Merci en tout cas. Merci Jacques. Merci Monsieur le Président. Bon, d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être sur cette chaîne, en quelque sorte, spéciale Grand Paris, pour vous donner modestement mes éclairages sur un certain nombre de points. Tu as soulevé beaucoup ces points dans ton introduction, donc je ne vais peut-être pas répondre à tout dans la foulée, mais il répondra d'abord sur les élections. La première chose, il y a deux choses à retenir essentiellement par rapport aux dernières municipales. La première, c'est la grande stabilité des résultats, parce que finalement, au niveau de la métropole, s'entend, je ne parle pas des élections nationales, je ne suis pas commentateur, et je ne suis pas dans les grands instituts de sondage, donc je me garderai bien d'avoir un avis tranché sur tout et en tout lieu. Mais en tout cas, s'agissant de la métropole, il y a une grande stabilité, un léger verdissement, avec quelques villes qui ont basculé du côté écologiste, mais on l'a vu dans d'autres secteurs en France, probablement en écho à la situation ponctuelle que nous vivons, et à une prise de conscience aussi, il faut le reconnaître, sur un certain nombre de sujets. Et donc, cette grande stabilité fait que, en contre-champ, en contrepoint, la métropole a trouvé cette même stabilité dans sa composition. Aujourd'hui, le groupe que je préside est passé de 87 membres à 93. C'est un groupe extrêmement important, mais voilà, la progression, elle est sensible, mais elle n'est pas extraordinaire. Mais elle incarne bien, en fond, ce qui s'est passé. Une grande stabilité avec l'appui au sortant. Sur un total de combien de conseillers métropolitains? On a 93 membres sur 209 aujourd'hui. 209, d'accord. Donc, avec nos alliés de l'UDI, on a une majorité qui est claire, qui est nette. Mais vous savez bien qu'à la métropole, nous ne sommes pas dans ce jeu opposition-majorité, nous sommes dans une gouvernance partagée. Et nous sommes tous à l'exécutif puisque nous nous considérons comme une intercommunalité. Et c'est donc une intercommunalité, c'est jamais que l'alliance de villes qui, par un contrat commun, décident de mettre leurs moyens en commun, justement, c'est le cas de le dire, pour essayer de faire mieux. Gouvernance partagée qui est d'ailleurs un des motifs d'insatisfaction, pour ne pas dire plus, de certains. Ça a été un élément de campagne électorale interne pour la présidence, soyons clairs, mais la grande majorité des élus de la métropole sont attachés à ce process. D'ailleurs, je note que le candidat qui était dans ma propre famille politique et qui offrait une perspective différente de celle du président Ollier, Vincent Jeanbrun, a lui-même déclaré qu'il maintiendrait la gouvernance partagée. En fait, il y a toujours sous-jacent des différences entre les uns et les autres, bien sûr, et la gouvernance partagée peut être un élément de fracture, mais il est assez minoritaire. Voilà, ce que je peux dire sur le résultat électoral des municipales, avec un deuxième élément, je dis il y a deux éléments à prendre en compte. Le deuxième, c'est que les conseillers métropolitains sont désormais censés être élus au suffrage universel. Alors je pense que nos compatriotes ne s'en sont pas vraiment rendus compte, parce qu'en réalité, ils ont voté au moment des municipales pour deux listes en même temps. Il y avait les deux listes, la liste pour la municipalité et la liste pour le conseil métropolitain, mais comme elles étaient communes, ces listes, eh bien, je pense qu'ils n'ont pas eu le sentiment de voter pour la métropole. Donc, il n'y a pas eu les élections de la métropole. Mais, d'un point de vue légal, par rapport à la loi, les conseillers métropolitains sont désormais des élus du premier degré et non plus du deuxième degré, comme c'était le cas auparavant, c'est-à-dire ils ne sont plus désignés par le conseil municipal. Ça ne change pas grand-chose en réalité à notre fonctionnement et à l'état d'esprit des conseillers métropolitains.
Voilà. Est-ce que ça veut dire que toi, de ton point de vue et à titre personnel, hein, tu serais plutôt partisan de l'élection donc des conseillers métropolitains au suffrage universel direct, ou le système actuel est suffisant? Je dirais, mon cher Jacques, que c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre si on n'a pas tranché d'abord la question de qu'est-ce qu'une métropole, à quoi elle sert, et donc quelle est sa dimension institutionnelle. Je veux dire, si la métropole est simplement comment dire, un lieu où on fait de la réflexion, si la métropole c'est le brainstorming, si la métropole c'est juste la holding de tête, dans laquelle un petit groupe de gens sachant, comme tu le dis tout à l'heure, explique aux autres ce qui doit être fait. Ce qu'on appelle la métropole stratège, un petit peu. Oui, mais stratège alors réduite à son maximum. D'accord. Bon, si on a celle-là, il n'y a pas besoin d'élection. Enfin, je veux dire, il suffit de désignation sur un mode qui peut être déterminé par l'État, comme ça a été fait dans le temps. Je veux dire, voilà, ou alors on peut considérer qu'on fait des élections au 3e degré. Enfin, bon, je veux dire, tout est possible. Si on veut une métropole plus en phase avec un rôle de fonctionnalité pour le territoire qui est celui de la zone dense, comme la plupart des métropoles mondiales, alors il faut des élus qui soient représentatifs, il faut donc qu'il y ait une élection, il faut que ces élus aient pouvoir, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils exercent des compétences. Un des grands problèmes aujourd'hui, c'est de savoir quelles sont les compétences. Si on n'a pas plus de compétences qu'on en a aujourd'hui, le modèle actuel, il se suffit à lui-même. On peut rester avec des élus qui sont élus de manière un peu cachée par le suffrage universel, mais qui sont en réalité des élus municipaux et qui restent dans le schéma de l'intercommunalité classique. Mais ce sont des choix stratégiques lourds qui appartiennent d'abord au chef de l'État, c'est-à-dire au gouvernement, mais en réalité, on sait bien que c'est le président de la République qui doit conduire cette réforme, puisqu'il s'agit d'une réforme institutionnelle lourde qui verrait recomposer le territoire de la zone dense. Et donc, ça ne peut pas être fait comme ça avec simplement une réflexion sur le mode électoral. C'est d'ailleurs pour ça, et je réponds à ta question, excuse-moi de te couper la parole, mais je prends un des éléments que tu as soulevé, c'est pour ça que je pense que la proposition de loi présentée par deux parlementaires, enfin le texte soulevé par deux parlementaires qui pensent qu'avec 3 articles, ils vont régler quelque chose qu'on n'arrive pas à régler depuis des années parce qu'on n'a pas tranché ce qu'est une métropole et ce qu'on veut comme type de métropole. Je veux dire, c'est pas très sérieux. D'ailleurs, on n'a même pas réussi à régler le problème de la fiscalité du moment. On fait encore un report pour la 3e fois sur la fiscalité de la métropole et des territoires, puisqu'elles sont en miroir. Donc voilà, je mets de côté. Je comprends qu'on veuille trouver une solution, mais la vraie solution, elle est dans le choix institutionnel que doit faire le président de la République sur les strates qui composent la gouvernance de l'ère métropolitaine. Et ton scénario, si le président de la République devait s'engager dans quelque chose, la question elle est double, elle est le moment et peut-être l'orientation. Est-ce que d'ici les présidentielles, tu penses qu'il se passera quelque chose? Non. D'accord. Donc, clairement, c'est même pas la peine de parler de la suite. Non, c'est-à-dire que dans notre pays comme dans d'autres, une réforme, ça demande de l'acceptabilité, mais ça demande aussi une volonté politique. Et vous ne pouvez pas avoir la volonté politique en fin de mandat, parce que vous avez du mal à être suivi, et vous-même, vous êtes dans la précaution plutôt que dans l'innovation. Donc, je pense qu'il ne se passera pas grand-chose entre maintenant et l'élection présidentielle. Il y aura sûrement des ajustements, des modifications, mais on voit bien que déjà sur le problème de la fiscalité et des ressources, on n'y arrive pas. Bon, donc je crois qu'il faudra une vraie volonté politique à l'issue d'un combat électoral où seront reposés les grands enjeux et avec l'impulsion d'un président de la République, il y aura une volonté politique claire à ce moment-là. Alors, en attendant cette fumée blanche qui pourrait un jour sortir, il y a une métropole saison 2 qui a été élue. Oui. On a tous suivi les péripéties qui seront un cas d'école pour les jeunes de Sciences Po, entre autres. Mais maintenant que tout ça est derrière nous, qu'est-ce qu'on peut dire
des projets, des orientations nouvelles, peut-être des idées qui sont dans l'air au sein de la métropole, quelle que soit la couleur politique, hein. Est-ce qu'il y a un deuxième élan, ou est-ce qu'on va être plutôt dans l'attente et dans la gestion un peu prudente en attendant quel est l'état d'esprit aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des nouveaux projets? De quoi peut-on parler? Alors, vous savez, comme d'habitude, le verre est à moitié plein ou à moitié vide selon le regard qu'on veut bien porter dessus. Je crois que la période n'est pas favorable à ce qu'on bouge beaucoup et à ce qu'on innove et qu'on trace de nouveaux chemins, de nouvelles perspectives. Et en même temps, on ne peut pas rester les deux pieds dans le même sabot. Il faut avancer, il faut défricher, il faut apporter notre soutien au plan de relance. On en parlera sûrement tout à l'heure, mais il y a des choses à faire. Et puis, il faut préparer l'avenir, il faut s'engager, il faut mettre sur la table les questions essentielles. Donc, il y a un peu des deux en réalité, Jacques. Simplement, je pense que nous sommes coincés par les compétences stricto sensus qui sont les nôtres et qui ne sont pas de nature à permettre à la métropole de développer toutes les énergies dont elle dispose pour gérer la zone dense. Encore une fois, l'intercommunalité, c'est un partenariat entre des élus, les maires en l'occurrence, qui décident de mettre des moyens en commun et de porter une action en commun. Cette volonté commune, on l'a eu dans la mission de préfiguration, tu y as participé, on avait voté à 94% un certain type de schéma. Ça n'a pas été retenu par le gouvernement, ça n'a pas été suivi par le Parlement. La légitimité républicaine, c'est ensuite d'appliquer ce que la loi a déterminé comme mode de fonctionnement. Donc on ne va pas s'opposer à ce que la loi a déterminé, même si ce n'est pas ce que nous voulions tous collectivement, quelles que soient nos étiquettes politiques. Donc aujourd'hui, on fait avec ce qu'on a, et ce qu'on a ne nous permet pas d'être, encore une fois, au maximum de notre énergie. Mais il y a des axes, il y a des sources de débats sur lesquels il faudra revenir parce que l'avenir se construit par le dialogue et par le débat et pas juste avec un trait de plume au fin fond d'un cabinet ministériel. Il y a aussi des actions à mener. On les mène avec le plan de relance, on les mène avec Inventons la métropole, on les mène avec le fonds d'investissement métropolitain. Il y a aussi un certain nombre de choses que l'on fait avec les maires auxquels nous apportons un soutien. Parce qu'ils ont besoin parfois d'être épaulés, accompagnés, d'avoir un appui politique aussi, pas seulement technique. Et donc, tout ça reste de notre fait quelque chose qui doit conduire notre action pour les mois qui viennent. Alors, tu as parlé de la relance. Comme tu le sais, avec le Club des entreprises du Grand Paris, on a lancé une très grande enquête dont le titre est quelle relance pour et dans le Grand Paris, et on est en train de dévoiler jour après jour, on fait un peu de teasing, les résultats de cette enquête. On a jusqu'ici dévoilé une quinzaine des réponses, et je voudrais montrer les réponses à la première question et t'interroger sur deux autres questions pour avoir ton avis. Alors je vais essayer de me lancer dans un défi technologique de grande ampleur, de partager l'écran, et du coup on ne me verra plus, mais ce sera peut-être aussi bien. Est-ce que là on voit quelque chose qui s'appelle question 1? Oui, enfin, en tout cas moi je le vois. Alors, selon vous, dans le Grand Paris, quel secteur et domaine doit faire l'objet d'un plan de soutien spécifique? Alors ça c'est simplement, et c'est la première question qui a été posée, il y a une centaine de dirigeants publics et privés, hein, de grosses structures ou pas d'ailleurs, qui ont répondu. Donc c'est un panel extrêmement qualifié qui a répondu. Et ça m'intéresse de montrer ce résultat. Alors on va pas tout lire en détail, mais j'ai mis, regardez bien ce qui fait des gros scores et ce qui fait des petits scores. C'est ça qui est intéressant, c'est la position native. Dans les gros scores, d'ailleurs, les deux premiers font le même score, près de 50%. Hein. Travaux publics, investissement local, équipement public. Ça renvoie à l'urbanisme et au projet d'infrastructure. Et puis, et je pense que ce n'est pas étonnant, tourisme, hôtellerie, restauration, salon, congrès, ce qu'on appelle le MAIS, etc. Et vous remarquerez commerce local et de proximité qui va un peu avec restauration, etc. Et juste derrière. Ça, c'est le trio de tête. Et puis,
et je suis moi très surpris de ce résultat. Regardez tout en bas, nouvelle économie, start-up digitale, 6,25%, hein, c'est le troisième quand on remonte. C'est-à-dire que ces résultats nous montrent quoi? Et c'est un peu une hypothèse, il faut être prudent hein, dans ce type d'analyse. Les grands Parisiens, en tout cas les sachants ou les entre guillemets experts du Grand Paris, nous disent la relance dans le Grand Paris, la relance économique, hein, les emplois, l'activité, etc., elle doit se faire principalement par les opérations de la ville au sens large, travaux, investissements, équipements publics, etc., et par une activité essentielle au Grand Paris qui est ce qu'on appelle le MICE. Le MICE, c'est le tourisme d'affaires. Je rappelle que Paris est la première métropole au monde en matière de tourisme d'affaires. Et en creux, ils nous disent bah, le start-up digital, la nouvelle économie, c'est bien, c'est pas que ce soit pas bien, mais on parie pas plus de 6% de nos mises sur une relance par ce biais-là. Je suis un peu surpris par ce résultat qui, en gros, nous dit le concret, le matériel, ce qui se voit, le béton, c'est bien, et le digital, ben, on voit moins. Donc moi, je voudrais avoir peut-être ton commentaire sur ce résultat. Et je te montre tout de suite les autres questions sur lesquelles je voudrais avoir ton sentiment. On a posé une question sur les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 seront plutôt, alors c'est un point d'interrogation, hein, un gouffre financier ou au contraire une source vitale de relance économique pour le Grand Paris. Eh ben, je suis très surpris du résultat qui dit que, alors c'est pas une très grosse majorité, hein, enfin il y a quand même une majorité des répondants qui dit que les Jeux Olympiques seront un gouffre financier. Alors ça veut tout dire, un gouffre financier. Les Jeux Olympiques, c'est pas là pour rapporter de l'argent, donc c'est pas forcément choquant en soi. Mais enfin, on aurait pu s'attendre à ce que, peut-être que, surtout dans la conjoncture actuelle, hein, les Jeux Olympiques comme outil de relance économique ben, aient un meilleur score. Bon, donc je voudrais avoir ton sentiment sur cette réponse. Et puis, troisième question, et je m'arrêterai là, une question portant sur les PLU et les PLUI. Alors, je rappelle le contexte de cette question. À l'échelle du Grand Paris, nous savons que les PLU sont devenus des PLUI, c'est-à-dire qu'ils sont montés à l'échelon intercommunal, donc les fameuses EPT, hein, les 12 territoires. Donc, ce sont les territoires qui ont la compétence que détenaient auparavant les communes sur le plan local d'urbanisme. Et on a posé la question sans arrière-pensée, bien entendu. Selon vous, redonner, sous-entendu éventuellement, hein, la compétence PLU aux communes du Grand Paris, en clair, la faire redescendre là où elle était déjà, à l'échelon des communes, et non plus la laisser à l'échelon des intercommunalités, des territoires, est-ce que ça permettrait plutôt d'accélérer la construction de logements ou au contraire ça la freinerait? Et là, il y a une réponse qui est quand même très très nette. C'est que dans l'esprit des répondants, dont je le redis, une centaine de dirigeants publics et privés du Grand Paris, si les communes se voyaient éventuellement, parce qu'il y a une question qui se pose là-dessus, hein, reprendre la maîtrise de leur plan local d'urbanisme, ça risquerait plutôt de ralentir la construction de logements. En tout cas, ça n'accélérerait pas la construction de logements. Or, on est tous d'accord, enfin, je pense que beaucoup sont d'accord pour dire qu'on manque de logements à Paris. Donc, voilà 3 réponses à des questions qui intéressent l'élu grand parisien que tu es. Et ça m'intéresserait que tu partages tes commentaires avec nous sur ces points. Et j'essaie de faire disparaître, comme par magie, ce partage d'écran. Voilà. Très bien. Bien, merci Jacques. Si j'avais su, j'aurais révisé plus longuement les fiches du Grand Paris de l'entreprise. Mais en tout cas, réaction à chaud, voilà, spontanément. Mais non, mais Jacques, en tout cas, bravo pour le travail effectué parce que c'est extrêmement enrichissant, même si je ne partage pas totalement tous les résultats. Mais c'est intéressant d'avoir ce prisme qui permet de rebâtir des discussions et d'affronter les points de vue des uns et des autres. Alors, sur le premier point, celui de la relance par les secteurs d'activité, moi, je reprends l'affiche que tu as présentée, je regarde à nouveau l'affiche que tu as présentée.
Bon. Elle est à l'écran, voilà. Donc, je pense que comment dire, elle illustre. Voilà, c'est mieux parce que moi je l'ai pas sous les yeux. Alors j'étais en train de chercher avec le smartphone, c'est pas terrible. Elle illustre parfaitement en fait ce qu'est l'idée que se font les acteurs économiques des sources d'emploi. On est sur ce qui est le plus porteur dans l'emploi. L'emploi est devenu un souci, le souci numéro un. Faire tourner l'économie. Vous savez, il y a la fameuse phrase quand le bâtiment bat, tout va. Donc, on s'attendrait à ce que le bâtiment, l'immobilier, la construction soit aussi un peu plus haut, peut-être. Mais en fait, je pense que les acteurs que tu as interrogés sont, eux, soucieux, dans un prisme métropolitain, du développement urbain, au sens large du terme, et c'est ce qui donne la priorité aux travaux publics et aux investissements d'infrastructures. Derrière, il y a les sources d'emploi, c'est clair aussi. Pour ce qui est du contrepoint, je mettrai dans le même étonnement, même s'il est plus haut, la green economy. Parce que tu vois, alors qu'il y a un discours très fort qui est porté sur ce segment, finalement, il est à peine porté par un quart des réponses. Et ça rejoint un peu l'échec de la nouvelle économie qui n'arrive pas encore à se cranter comme quelque chose qui crée de la richesse et qui crée de la valeur versus l'emploi. Encore une fois, le prisme là-dessus, c'est l'emploi. Oui, je suis d'accord. Oui. Voilà, sur la deuxième. Alors, je mets à l'écran la question. De traiter les choses pour ne pas perdre le temps et pour essayer de passer tout ce que tu as à me soumettre. Sur le deuxième sujet, alors là, les Jeux Olympiques. Bon, je crois que ça fait. Depuis que j'écoute, que je suis en âge de comprendre ce que c'est que les Jeux Olympiques, j'ai toujours entendu que les Jeux Olympiques, c'était un gouffre. Enfin, je veux dire, j'ai jamais eu une communication qui m'expliquait que les Jeux Olympiques, ça pouvait être un apport sur le plan économique. C'était quelque chose qui motivait une nation, c'est quelque chose qui rassemblait, qui donnait un état d'esprit, mais ça n'a jamais été vendu comme un opérateur économique, les Jeux Olympiques. À tort ou à raison, mais bon. Et donc, si depuis 20 ans, 30 ans, on répète ça à la télé, il y a peu de chances que les gens aient intégré l'idée que les Jeux Olympiques peuvent être aussi une source de développement. Alors, là où je suis assez d'accord, c'est qu'il n'y a pas de retombée directe avec, comment dire, on n'est pas dans un système marchand. Par contre, dès lors qu'on crée une piscine comme on le fait à Saint-Denis, on est en train de faire justement ce que sous-entendait le premier résultat que tu as présenté. On fait du travail sur l'infrastructure, on valorise un territoire, on le met en perspective avec des choses qui vont être pérennes. Un des grands problèmes qui ont fait que les Jeux Olympiques ont toujours été vus comme une source de dépenses et pas comme une source de gains, c'est qu'il n'y avait pas de structure pérenne ou des structures tellement dimensionnées au-delà du besoin du territoire concerné, qu'on avait l'impression que c'était de la gabegie. Je crois qu'il y a tout un discours à rebâtir avec des actions qui sont aujourd'hui beaucoup plus en phase avec les nécessités, les besoins du terrain. Je crois que ce que nous faisons aujourd'hui pour les Jeux Olympiques de 2024 est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus affiné, beaucoup plus en résonance avec les soucis de la population que ce qui se faisait dans le passé, où c'est vrai, pendant des années, il y a eu peut-être un peu trop de focus sur le côté paillettes et un peu moins sur le côté retombée pour le territoire. Il reste que les Jeux Olympiques, c'est d'abord une rencontre sportive mondiale qui est là pour indiquer que les peuples du monde entier peuvent se parler. Il ne faut pas perdre de vue cette dimension-là des Jeux Olympiques. OK. Alors, question 10. Le PLU, le PLUI. Alors, en réalité, il y a une réponse simple à une question posée simplement, mais qui est extrêmement complexe. Moi, je ne suis pas du tout en accord avec cette réponse. Je pense que, non pas que le PLUI bloque plus que ça ou rallonge plus que ça les problèmes d'urbanisme. Quel est le problème de l'urbanisme et de la construction de logements, pour être plus précis? C'est la délivrance du permis de construire avec le schéma administratif qui développe dans le temps un certain nombre de séquences avec une longueur qui est parfois un peu excessive. Et puis derrière, ce sont la capacité de X, Y ou Z à faire des recours.
C'est ça qui pose un problème à la construction du logement ou du tertiaire, peu importe, la construction. Bon. C'est pas l'élaboration du PLU. Le PLU, c'est jamais qu'un document administratif qui dit dans quelles conditions on peut bâtir à tel endroit. Quelle est la différence entre un PLU et un PLUI? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le PLU, il dit voilà, sur ma ville, moi, le maire, avec mon conseil municipal légitime, puisque élu par une population qui a décidé à la majorité que je devais conduire les affaires de cette ville, j'encadre les constructions dans tel et tel contexte. Et le PLUI, c'est-à-dire celui mené par le territoire, il fait quoi? Bah, écoutez, soyons honnêtes, dans 90% des cas, le PLUI, c'est jamais que le raccommodage, le patchwork des PLU. Il n'y a pas un PLU intercommunal qui existerait comme un PLU qui serait un document qui répartirait les choses en fonction des besoins du territoire. En réalité, chaque maire reste maître de son PLU. Donc le PLUI, c'est un document qui n'a aucune utilité à mes yeux. Voilà. Le vrai niveau pour avoir un travail de couture, un travail de rééquilibrage, un travail d'amélioration des conditions de logement ou de travail dès lors qu'il s'agit du tertiaire. Le vrai bon niveau, c'est le niveau métropolitain. Et le niveau métropolitain, il devrait s'entendre au travers d'un document qui devrait être, qui est d'ailleurs bâti avec tout le monde, qui est le PMHH. Mais vous voyez bien pourquoi ce document-là pourrait avoir une certaine valeur, c'est parce qu'il se fait sur une base très large et que le consensus, à défaut d'être atteint, pourrait s'exprimer par une majorité qui porterait un regard un peu différent, notamment dans les rapports entre l'Est et l'Ouest. Le PLU versus le PLUI intercommunal au niveau du territoire, ça n'a aucun intérêt. Et quid du SCOT? Ben, le SCOT, allez, là aussi, je vais être pas politiquement correct, mais entre nous soit dit, quand le gouvernement ou les deux gouvernements qui sont succédés ont créé la métropole, ils ont voulu, comme ils n'ont fait aucun choix stratégique, parce qu'ils n'ont pas voulu arbitrer entre départements, régions, intercommunalités et métropole, voire même la ville de Paris, qui en soi est une entité pas autonome, mais qui pèse extrêmement lourd. Qu'est-ce qui s'est passé? On a donné un petit bout de choses à tout le monde. On donne le PLUI au territoire, mais on dit au maire, vous gardez les permis de construire. Bon, on dit à la métropole, vous avez le SCOT, mais il y a le document de la région, il faut que vous soyez cohérent avec le document de la région, parce que sinon, ça ne marche pas. Votre SCOT, on ne l'accepte pas, il faut qu'il soit cohérent. Je veux dire, voilà, tout ça, c'est une espèce de jeu qui a consisté à donner un petit bout de pouvoir à chacun pour dire, ben, tiens, vous avez chacun quelque chose, donc vous êtes légitime à exister. C'est misérable. Voilà, je le dis, je considère que tout ça n'est pas glorieux et aujourd'hui, on paye la conséquence de tout ça par des délais qui s'allongent, par des rapports tendus entre les différentes institutions qui veulent toutes défendre leur petit bout de pouvoir et on ne crée pas les conditions d'une politique en faveur des populations. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on avait, avec le PMHH, quelque chose qui soit le document stratégique pour traiter la question du logement et du développement du tertiaire, avec des maires maîtres de leur PLU et toujours détenteurs du permis de construire, il y aurait matière à faire dans un travail de partenariat qui réussirait pas de partout, mais la réussite parfaite, ça n'existe pas. Mais dans un travail de partenariat intelligent, on arriverait à débloquer un certain nombre de situations et à gagner du temps. J'ajoute qu'il faut évidemment réformer tout ce qui est du domaine du droit administratif sur cette question-là, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, avec des délais rallongés, vous prenez le cas d'une école, vous êtes maire, vous voulez bâtir une nouvelle école, ben, si vous ne la démarrez pas au tout début de votre mandat, vous avez des chances que ce soit pour le mandat suivant. Hein. Voilà. Alors, là, tu nous parles d'un univers où, avec une entente des différents acteurs, des politiques publiques pourraient être mises en place. Il y a un bon exemple, ben, c'est les ordures ménagères.
C'est une très bonne transition. Il nous reste quelques minutes, là, si tu veux bien nous parler un peu du SICTOM. Oui, oui, bien sûr. Le SICTOM, c'est un outil extraordinaire. C'est l'outil des 85 communes. Tu vois, on n'est pas loin de la métropole, 85 communes. On en a quelques-unes qui ne sont pas dans le SICTOM, mais par contre, on a les 3 communes de Versailles-Grand Parc qui nous ont rejoints. Donc, ces 85 communes représentent un peu plus de 6 millions d'habitants, 6 millions et demi d'habitants. Et le SICTOM, c'est l'outil pour traiter les ordures ménagères de ces 6 millions et demi d'habitants. Ouais. 2 400 000 tonnes par an. Bon, j'ai la chance et l'honneur d'être le président du SICTOM depuis quelques semaines. On va dire ça parce que le temps passe vite et en même temps, c'est très récent. J'y étais depuis déjà quelques années, depuis 2016 au SICTOM. Auparavant, j'étais au Cielom, qui est un syndicat primaire des Hauts-de-Seine. Le SICTOM, ça a de très gros enjeux parce que, comme tu l'as compris, Jacques, traiter 2 400 000 tonnes par an, ça demande un effort industriel. Nous avons 3 usines de valorisation, à Issy-les-Moulineaux, à Ivry et à Saint-Ouen. Et nous avons un certain nombre de centres de tri, comme à Nanterre, par exemple, ou à Romainville. Tout ça demande beaucoup d'investissement. Ça coûte très cher en fonctionnement aussi. Mais c'est fondamental, c'est vital, parce que tout notre travail consiste à essayer de faire évoluer la chaîne du traitement pour passer de ce qu'a été dans le temps l'attitude commune de l'enfouissement, c'est-à-dire on cache les déchets sous la terre, même si aujourd'hui on le fait avec des techniques qui permettent d'éviter les pollutions et avec une certaine exploitation des gaz, etc. L'enfouissement, ça reste quand même, de mon point de vue, quelque chose qui doit disparaître le plus possible, sauf pour ce qui est vraiment impossible à trier, à valoriser ou à incinérer. L'incinération, c'est la deuxième étape entre le tout enfouissement et le tout traitement valorisation. C'est l'incinération quand on ne peut pas faire autrement. Aujourd'hui, c'est le segment le plus important et le plus lourd. Il faut que petit à petit, on arrive à passer de l'incinération à la valorisation, au recyclage et au traitement divers qui permettent de faire de l'énergie, de la chaleur notamment. Vous savez qu'avec le SICTOM et par le biais de CPCU, on fournit la chaleur pour quasiment toute la totalité des hôpitaux de HP, des hôpitaux de Paris. Peut-être pour conclure, moi j'ai envie de mettre en rapport cette réussite des syndicats, des grands syndicats à l'échelle du Grand Paris, ordures ménagères, l'eau, électrification, etc. Est-ce que la réussite de ces syndicats, hein, même s'il y a des choses imparfaites, n'est pas quelque part une des raisons pour lesquelles certains disent finalement le modèle pour exploiter les grandes fonctions urbaines dans le Grand Paris, j'aurais pu rajouter Île-de-France Mobilité, hein, qui n'est pas un syndicat, mais tout ça se ressemble. Est-ce que la réussite de ces modèles de structures spécifiques pour les grandes fonctions urbaines, finalement, rend cette métropole un petit peu, finalement, pas si nécessaire que ça? Moi, je ne dirais pas ça parce que je pense que… Certains le disent, en tout cas. Oui, bien sûr. Mais, enfin, je vais essayer d'être court parce qu'il reste peu de temps. D'abord, un dernier mot sur les syndicats. Ils sont porteurs d'innovation. Et ça fait partie de ce qui fait leur réussite. C'est-à-dire que, comme ils sont dans un challenge industriel, ils sont toujours en pointe de la recherche, du développement et de l'innovation. Nous, avec le SICTOM, par exemple, on a lancé la méthanisation à Gennevilliers en partenariat avec le CIGEF, le syndicat d'électricité et du gaz, et puis on a fait le projet Cometa aussi avec le SIAP pour essayer d'aller plus loin dans le traitement de l'énergie. Pour en revenir à ce que tu disais, la métropole, elle reste pour moi un élément fondamental. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas n'importe quelle métropole. Nous sommes la métropole de la capitale de la France. Nous sommes donc une métropole mondiale. Nous sommes même la seule métropole de ce pays à avoir ce niveau. Je ne dis pas que d'autres n'ont pas le niveau international, mais la métropole mondiale, il n'y en a qu'une, c'est celle de la capitale. Et dans le monde entier, les villes les plus puissantes
elles n'ont pas toute la même structure que nous, mais nous, la capitale économique est en même temps la capitale administrative. Il y a bien des endroits où la capitale économique et administrative ne sont pas situées sur dans le même espace. Mais nous avons une capitale qui est en même temps la capitale économique et la capitale administrative. Toutes les villes qui ont ce niveau, qui sont soit la capitale économique, soit la capitale administrative, sont constituées en métropole, dans le monde entier. Moi, je veux bien que le monde entier ait tort et que la France soit la seule à avoir une vision juste, qui serait la vision sans la métropole. Mais il faut se poser des questions. Moi, je ne suis pas un staccanoviste de la métropole. Je suis pas né un matin en me disant il n'y a que la métropole au monde comme solution. Mais je regarde ce qui se passe dans le monde et je me dis si ça marche ailleurs, il y a peut-être une raison. Donc, je crois que pour être à armes égales avec les capitales du monde entier, avec lesquelles nous sommes en concurrence au niveau des investissements, si on veut qu'ils viennent chez nous, il faut qu'on soit capable de les incarner, d'incarner l'espace sur lequel ces investissements doivent venir. Si on veut être à ce niveau-là, il faut avoir une métropole, et la métropole stratège, mais de manière un peu plus large que celle dont on parlait au tout début de l'interview, une métropole stratège qui s'appuie sur des élus, qui s'appuie sur une légitimité démocratique. Très bien, plaidoyer pour la métropole. Merci beaucoup, Eric. Je vais annoncer les prochains Grands Paris Live. En tout cas, merci beaucoup. Et on voit que ce format d'échange est passionnant parce que, enfin, moi, je le trouve, et je te remercie beaucoup de la sincérité et de la franchise de tes propos. J'allais dire, on est entre nous. Ben oui, on est entre nous avec 200 personnes, donc c'est comme si on était entre nous à l'échelle des 8 millions de Grands Parisiens. Donc ça permet, je trouve, d'aller un peu au fond des choses. Et selon la qualité des personnes, je ne me suis peut-être pas fait des amis ce soir. Mais si, tu as des amis, bien sûr. Alors, simplement pour dire à ceux qui nous suivent que le 9 décembre, nous recevrons à 11 h Jean-Michel Royot, que vous connaissez pour la plupart, qui est le directeur général de Action Logement Service et qui nous expliquera ce que c'est que Action Logement Service. C'est un très gros opérateur donc de la sphère d'Action Logement. Et le 16 décembre, toujours à 11 h, nous aurons un Grand Paris Live un peu particulier où nous allons avec l'Institut Paris Région, vous voyez comme nous sommes éclectiques, nous allons avoir un Grand Paris Live sur un travail remarquable qu'a fait très récemment l'Institut Paris Région sur les sites et les zones de développement à l'échelle du Grand Paris, avec une cartographie, avec toute une série de bases de données. Et nous aurons donc la chance d'avoir deux collaborateurs de Fouad Awada, notre ami Fouad, qui nous présenteront cette base de données et avec leur point de vue sur les sites à haut potentiel de développement à l'échelle du Grand Paris. Donc rendez-vous le 9 décembre et le 16 décembre. Et puis, nous aurons en janvier et février, confinement ou pas, vu le succès de cette émission, nous sommes obligés de la continuer. Et même si nous allons tous au bureau et que tout va mieux, Grand Paris Live continuera. Nous avons déjà un certain nombre d'invités qui seront heureux d'être sur cette chaîne, puisqu'il s'agit bien d'une chaîne. Voilà, merci en tout cas. Merci à tous. Je pense qu'en régie, on va couper.